tu ouvres la voie en pionnier que tu es. Oh là là. Personne ne croirait que je ne l'ai pas fait exprès. Ah ouais. Ok, merci beaucoup Olivier. Je vais faire des remarques, des observations qui j'espère ne seront pas trop disparates. Vous allez avoir un point de vue plutôt nord-américain, parce que même si je m'exprime comme un Français de France, je réside dans l'Amérique du Nord et donc je suis beaucoup au contact avec les anglo-saxons. Donc c'est le point de vue d'un quasi-anglo-saxon. Et aussi, je vais refléter aussi certains des débats qui ont lieu entre post-keynésiens, disons surtout aussi anglo-saxons. Une première chose que je voudrais faire, c'est revenir sur une discussion d'hier sur est-ce qu'il y a un socle théorique commun chez les hétérodoxes ou l'économie critique, comme vous voulez l'appeler. Premier petit problème, c'est que c'est distingué entre orthodoxe et hétérodoxe, mais il y a aussi la distinction dissident et mainstream. Donc on peut dire que chez les orthodoxes, il y a d'une part le mainstream, ceux qui suivent religieusement les textbooks, mais il y a aussi des économistes orthodoxes dissidents. On peut penser à Coase ou même à Milton Friedman dans les années 50 qui était considéré comme un extrémiste. Aujourd'hui, ça serait Krugman, Stiglitz, ça serait des dissidents orthodoxes. Donc nous sommes aussi des dissidents, mais c'est une dissidence hétérodoxe ou critique. Alors quels sont ces socles? Je vais en identifier 5 que j'avais identifiés il y a une vingtaine d'années. Dans un séminaire de philosophie des sciences organisé par Nadeau, que certains connaissent. Donc j'avais identifié 5 aspects communs. Donc le réalisme empirique, ça serait le premier. Le rejet de l'individualisme méthodologique, ce qui veut dire qu'on est beaucoup préoccupé par les paradoxes macroéconomiques. On est intéressé, le troisième élément, c'est la production et la croissance, alors que pour les néoclassiques, ça serait plutôt les problèmes d'allocation des ressources dans un modèle d'échange. Quatrième point, c'est on considère que les agents ont une rationalité qui est raisonnable ou limitée, donc ils réagissent à des déséquilibres, il n'y a pas de maximisation sous contrainte. Et finalement, le cinquième élément, c'est que je crois que la plupart d'entre nous croient que les marchés doivent être maîtrisés ou apprivoisés ou contrôlés, ce qui n'est pas souvent le cas chez nos collègues orthodoxes. Autre chose, quel sera l'impact de la crise sur l'économie en général? Donc je pense qu'au départ, il va y avoir plus d'étudiants dans les sciences économiques. Au bout de quelques années, ils vont tous disparaître parce que nos collègues orthodoxes ne pourront absolument leur donner aucune explication de la crise. Et donc finalement, à mon avis, et ça a été mentionné à quelques reprises, on va avoir de moins en moins d'étudiants dans les filières d'économie. Et donc c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir une autre section que la section 5 au CNU pour essayer de récupérer les étudiants qui ne voudraient pas aller en économie, enfin qui seraient découragés de ce qu'ils apprennent en économie, comme ça a été dit même aujourd'hui. J'ai peur que le département d'économie soit éventuellement ressemble au département d'études anciennes ou de théologie, et que finalement les départements qui vont prendre notre place, ça va être des départements d'affaires publiques, politique publique, affaires internationales, administration publique, école de commerce. Donc je crains un peu pour cette tendance. Qui va bénéficier de la crise, en tout cas dans le court terme? Je ne crois pas que ça va être nous. Un tout petit peu, on va être mieux vu dans ces départements dont je viens de mentionner les noms, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Lordon hier. La crise, elle va bénéficier surtout les économistes qui sont en économie comportementale ou behaviorale. C'est eux qui sont sollicités en ce moment par les gouvernements. Il y a des débats chez les post-keynésiens en ce moment. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour être plus visible ou pour avoir plus de
de visibilité ou d'être en meilleure position. Donc il y a deux points de vue qui apparaissent. D'un côté, il y a certains d'entre nous qui pensent qu'on devrait essayer de faire des modèles qui ressemblent davantage aux modèles du mainstream. Donc la phrase classique, c'est s'engager dans un dialogue plus constructif avec l'économie mainstream, avec pour objectif d'intégrer les modèles néoclassiques pertinents dans un cadre plus large qui incorporerait les alternatives hétérodoxes ou post-keynésiennes. Donc ça, c'est un premier point de vue. Une variante de ceci, c'est puisque les gens du mainstream ne sont pas vraiment intéressés à discuter, donc au moins s'orienter davantage vers les dissidents, essayer de convaincre les dissidents orthodoxes que nos idées, donc des dissidents hétérodoxes, sont intéressantes, etc. Une des réponses à ceci, c'est que en fait, il faut être deux pour pouvoir danser le tango. Et si on se fie aux expériences passées, donc par exemple, les idées sur la monnaie endogène, ça existe depuis très longtemps chez les post-keynésiens, mais ce n'est jamais cité par les nouveaux keynésiens qui utilisent ce concept dans leur modèle. Donc, personnellement, je suis un petit peu sceptique. L'autre variante de ça serait de faire des efforts de pédagogie afin de faire la même chose, mais dans des manuels. L'autre côté, c'est de dire, ceci paraît peu vraisemblable, donc à ce moment-là, cherchons à nous concentrer sur les problèmes du monde réel, donc passer peut-être un peu moins de temps sur les problèmes théoriques ou méthodologiques, passer plus de temps sur la pratique, comme ça a été discuté d'ailleurs ce matin. Aussi, une deuxième idée, c'est passer moins de temps, donc là c'est vraiment l'inverse, passer moins de temps à étudier les modèles néoclassiques, à les critiquer et essayer d'en comprendre les subtilités, donc passer plus de temps à étudier les autres écoles hétérodoxes, donc pour les post-keynésiens, essayer d'apprendre davantage des régulationnistes ou des gens des conventions ou des marxistes ou des institutionnalistes. Et de fait, ce qu'on constate, c'est que avec ce phénomène du ranking des revues, etc., en tout cas chez les post-keynésiens, on a tendance à citer très souvent les grands auteurs néoclassiques et peu tendance à citer les autres auteurs hétérodoxes. Et donc, on s'affaiblit nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, nos propres revues ont des coefficients je ne sais plus comment ça s'appelle, des coefficients d'impact, voilà, des coefficients d'impact qui sont plus faibles. Donc, mes propres conseils, j'en suis venu à la conclusion après 30 ans, ça fait 30 ans maintenant que je suis professeur, 31 ans même, donc il est très important, il y a deux choses qui sont, je crois, importantes, pas toujours évident chez les post-keynésiens. Premièrement, je crois que étudier les institutions, c'est très important, parce qu'en étudiant les institutions, en fait, on découvre des arguments qui sont en faveur de nos prises de position théoriques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que même si on a des doutes sur la fiabilité de l'économétrie, même si on pense que l'économétrie n'est pas une science objective, je crois que c'est très important d'utiliser des analyses empiriques en général et l'analyse économétrique en particulier, comme le dit McCloskey, ou comme elle le dit, ou comme il le disait. L'économétrie, c'est de la rhétorique. Et donc, c'est important d'avoir des étudiants qui sont bien entraînés en économétrie. 3 points d'achoppement que je voudrais mentionner en conclusion. Donc, 3 choses qui sont très embêtantes dans nos relations, disons, en particulier entre nous et entre les gens qui seraient normalement liés intéressés à ce que l'on fait. Le premier élément qui est très compliqué, je crois, c'est entre les post-keynésiens, ou si je parle pour les post-keynésiens, qui sont pour l'emploi, pour la croissance, pour les PIB élevés, et de l'autre côté, donc, on a les écologistes
qui voient les choses de façon tout à fait différente, qui voudraient avoir une croissance durable ou proche de zéro, même certains qui voudraient la décroissance. Donc je pense qu'on a les mêmes, le socle méthodologique que j'ai mentionné. Les écologistes, ils ont les mêmes 5 éléments. Mais au niveau, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la croissance et de l'emploi? C'est là qu'il y a des divergences. Donc ça va être à négocier dans le futur. L'autre problème, je crois, c'est avec les partisans de l'économie sociale. Très souvent, les partisans de l'économie sociale nous disent, dans le capitalisme actuel, de la globalisation, etc., c'est impossible d'avoir le plein emploi. Et donc, finalement, ils veulent créer des emplois qui vont être complètement sous-rémunérés. Et donc finalement, l'exploitation qui se faisait par les grandes entreprises va se faire maintenant par l'économie sociale. Bon, en tout cas, moi, ça me met très mal à l'aise. Et comme post-keynésien, je suis persuadé qu'il est toujours possible pour les gouvernements de poursuivre des politiques de plein emploi, même si on est dans un monde de globalisation. Et finalement, troisième problème que j'ai observé souvent, on a souvent les chefs de partis politiques de gauche qui jurent sur la tête de leur mère que si jamais ils sont élus, jamais il n'y aura de déficit budgétaire. Donc ils sont pires encore que les gens de droite. Et donc, souvent les gens des partis de gauche prônent l'austérité budgétaire autant, sinon plus, que les partis de droite. Et donc, il y a un effort là à convaincre nos politiciens de gauche que des budgets qui ne sont pas équilibrés ne sont pas nécessairement une catastrophe. Voilà, je vous remercie.